pendant 50 ans, il n'avait jamais connu la défaite, pas une seule fois en un demi-siècle. On les appelait les dompteurs de rois, les punisseurs de tyrans. Sur tous les champs de bataille d'Europe, leurs phalanges de piquiers avançaient comme un rouleau compresseur vivant. Une muraille hérissée de pointes d'acier que rien, absolument rien, ne semblait pouvoir arrêter. Ils ne faisaient pas de prisonniers. Ils ne demandaient pas de rançon. Ils tuaient. Et toute l'Europe tremblait sur leur passage. Les mercenaires suisses se croyaient invincibles. Ils pensaient être les nouveaux dieux de la guerre. Mais ils avaient commis une erreur fatale. Ils n'avaient jamais affronté la véritable fureur de la France. Nous sommes en septembre 1515. Dans la poussière étouffante de la plaine italienne, le mythe de l'invincibilité suisse est sur le point d'être broyé, non pas par la chance, mais par le feu de l'artillerie, le choc du métal et la charge dévastatrice de la plus puissante cavalerie du monde. Bienvenue sur l'héritage de fer. Aujourd'hui, oubliez les leçons scolaires poussiéreuses. Nous allons vous raconter comment le jeune roi, François Ier, et ses chevaliers d'acier ont orchestré le plus grand massacre du siècle et transformé les mercenaires les plus redoutés du continent en simples souvenirs. Préparez-vous, car l'histoire est sur le point de s'écrire dans le sang. Pour comprendre la violence du choc qui se prépare, il faut d'abord regarder qui ose défier ces mercenaires légendaires. À la tête du royaume de France, ce n'est plus un vieillard fatigué qui règne. C'est un géant, littéralement. François Ier n'a que 20 ans. Il mesure près de 2 mètres, une stature colossale pour l'époque. Il est beau, il est puissant, et surtout, il est affamé de gloire. Il ne veut pas seulement régner, il veut marquer le monde au fer rouge. Et son obsession, c'est Milan. Le duchau de Milan, c'est la porte de l'Italie, c'est la richesse, c'est l'héritage de ses ancêtres. Mais c'est aussi une forteresse politique verrouillée, à double tour par ceux qui se considèrent comme les vrais maîtres de l'Europe, les confédérés suisses. Il faut bien saisir l'arrogance de l'ennemi à cet instant précis. Les Suisses ne sont pas simplement des soldats payés. Ils sont devenus les arbitres des rois. Ils ont chassé les Français d'Italie quelques années plus tôt, humiliant le prédécesseur de François. Ils ont installé une marionnette, Maximilien Sforza, sur le trône de Milan, et ils le rançonnent sans vergogne. Ils se sentent intouchables. Pour eux, la cavalerie française n'est qu'une blague, une troupe de nobles en armure brillante, bons à parader dans des tournois, mais incapables de tenir face à un mur de pique de 5 mètres de long. Mais François Ier a un atout que les Suisses sous-estiment, l'audace, couplée à une puissance de feu terrifiante. Le jeune roi rassemble une armée formidable, 50 000 hommes, mais surtout, et c'est là que tout va se jouer, il réunit la plus grande concentration d'artillerie jamais vue à cette époque. 72 gros canons de bronze, des monstres de métal capables de pulvériser de la pierre ou de la chair à des centaines de mètres. C'est une force de frappe moderne, coûteuse, technologique. C'est la foudre en bouteille. Cependant, un obstacle titanesque se dresse entre cette armée et sa conquête. Les Alpes. Les Suisses ne sont pas idiots. Ils savent que les Français arrivent. Ils ont posté leurs meilleures troupes aux cols habituels, le mont Cenis et le mont Genèvre. Ils attendent les Français là-bas, sur les routes larges et praticables, prêts à les massacrer dans les défilés étroits. Si l'armée royale passe par là, c'est le suicide assuré. Toute l'Europe s'attend à ce que François Ier fasse demi-tour ou se jette dans la gueule du loup. C'est ici que le génie stratégique français entre en scène. François Ier refuse de jouer selon les règles de l'ennemi. Si les portes sont fermées,
Il passera par la fenêtre. Il décide d'emprunter le col de l'Argentière. Un sentier de chèvres. Un passage infernal, inconnu des cartes militaires, jugé impraticable pour une armée et totalement impossible pour de l'artillerie lourde. Imaginez la scène. Nous sommes en août. Il faut faire passer 50 000 hommes, des milliers de chevaux, et surtout ces 72 canons de bronze pesant plusieurs tonnes chacun, sur des chemins où un homme seul a déjà du mal à marcher. C'est une opération de l'extrême. Le roi fait appel à l'ingénieur militaire, Pierre de Navarre. Ensemble, ils vont accomplir l'impossible. On fait sauter la roche à la poudre noire pour élargir les passages. On construit des ponts suspendus au-dessus du vide. Les soldats, nobles comme roturiers, se mettent à l'ouvrage. On démonte les canons. On les hisse à la force des bras, avec des treuils et des cordes, centimètre par centimètre, le long de falaises abruptes. C'est un effort surhumain. Les hommes glissent, tombent dans les ravins, meurent de froid ou d'épuisement. Mais ils avancent. C'est la version française de la traversée d'Hannibal, mais avec une différence majeure. Hannibal avait des éléphants, François Ier a des canons. Et il réussit. En quelques jours, l'armée française surgit dans les plaines du Piémont, là où personne ne l'attendait. L'effet de surprise est total. C'est un choc psychologique dévastateur. Le général des forces papales, Prospero Colonna, qui devait soutenir les Suisses, est tranquillement installé à Villefranche, persuadé que les Français sont encore bloqués de l'autre côté des montagnes. Il est à table, en train de déjeuner, quand les éclaireurs français, menés par le légendaire chevalier Bayard et le maréchal de la Palisse, défoncent sa porte. Colonna est capturé sans avoir eu le temps d'enfiler son armure. En une seule manœuvre, la coalition ennemie est décapitée. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Les Français sont là, et ils ont traversé les murs. Pour les Suisses, c'est une humiliation insupportable. Ils ont été joués, contournés. Leurs positions imprenables dans les Alpes ne servent plus à rien. Ils sont obligés de se replier en désordre vers Milan, la rage au ventre. Le mythe de leur omniscience militaire vient de prendre un premier coup sérieux. L'armée française, elle, avance calmement, sûre de sa force, et installe son campement à Marignan, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Milan. Le roi François Ier espère encore éviter le bain de sang. Il propose de l'argent, beaucoup d'argent. Il est prêt à acheter le départ des Suisses pour récupérer Milan sans combat. Et le pire, c'est que ça marche presque. Certains capitaines suisses, réalistes, voient les canons français et l'immense cavalerie lourde, la fameuse gendarmerie, et ils hésitent. Ils commencent à négocier. Le traité est presque signé, mais c'était sans compter sur la fierté blessée et la soif de l'or du parti de la guerre. À l'intérieur de Milan, c'est l'effervescence. Un homme, le cardinal de Sion, Mathieu Schinner, un ennemi juré de la France, harangue les troupes. Il sait sur quels boutons appuyer. Il traite les Français de lâches, de paresseux, d'hommes efféminés incapables de tenir une épée. Il rappelle aux mercenaires que la France est l'ennemi héréditaire, que tout l'or de Milan leur appartient de droit, par la conquête, pas par la négociation. Il chauffe les esprits à blanc. Il leur promet que la victoire sera facile, que les Français fuiront au premier choc des piques. Les tambours commencent à battre dans les rues de Milan. La fièvre monte. Les capitaines qui voulaient la paix sont traités de traîtres. C'est l'appel du sang. Le 13 septembre 1515, en début d'après-midi, la décision est prise. Pas de traité, pas de retraite. Ils vont sortir. 22 000 Suisses, l'élite de l'élite, se mettent en marche vers Marignan. Ils n'ont pas de cavalerie, très peu d'artillerie.
Ils n'ont que leurs piques, leurs hallebardes et leur certitude fanatique d'être invincibles. Côté français, on ne s'attend pas à une attaque immédiate. Le roi est dans sa tente. Il essaie une nouvelle armure. Les troupes préparent le repas. L'ambiance est détendue. On pense que les négociations vont aboutir. C'est une erreur qui aurait pu être fatale. Soudain, un nuage de poussière gigantesque s'élève à l'horizon, sur la route de Milan. Le sol commence à trembler. Ce n'est pas une métaphore. 20 000 hommes, marchant au pas cadencé, créent un séisme perceptible à des kilomètres. L'alerte est donnée. Les trompettes sonnent, le boute-selle. C'est le chaos organisé. Les chevaliers enfilent leurs casques en courant. Les artilleurs se précipitent vers leurs pièces, mèches allumées. François Ier saute à cheval. Il n'a même pas fini de s'équiper, mais il est prêt. Il se place au centre, entouré de sa garde et des plus grands seigneurs de France. Les Suisses arrivent. Ils émergent de la poussière comme des démons. Ils ont formé 3 carrés massifs, 3 blocs compacts de 7 à 8 000 hommes chacun. C'est une vision terrifiante. Imaginez un hérisson d'acier grand comme une ville qui avance inexorablement vers vous. Ils avancent vite, très vite. C'est leur marque de fabrique, la vitesse d'impact. Ils veulent traverser la zone de feu de l'artillerie le plus rapidement possible pour arriver au corps à corps, là où leurs piques et leurs épées, à 2 mains, font des ravages. Ils visent directement les canons français. Ils veulent égorger les artilleurs et retourner les pièces contre le roi. Le premier acte de la tragédie commence. Les artilleurs français, commandés par le grand maître Galliot de Genouillac, ont à peine le temps d'ajuster le tir. Les Suisses sont déjà là, hurlant leurs cris de guerre, persuadés qu'ils vont balayer cette ligne de défense comme ils l'ont fait tant de fois auparavant. Mais cette fois, ils ne font pas face à une armée médiévale désorganisée. Ils font face à la puissance de feu de la Renaissance. Galliot hurle l'ordre de feu, et l'enfer s'ouvre sur terre. Les 72 canons français crachent leurs mitrailles, presque à bout portant. Le bruit est si fort qu'il est entendu jusqu'en Suisse, dit-on. L'impact est abominable. Les boulets de fonte traversent les rangs serrés des Suisses comme des boules de bowling dans un jeu de quilles. Mais ce sont des hommes qui volent en éclats. Des files entières de soldats sont décapités, démembrés, pulvérisés en une seconde. Des trous béants s'ouvrent dans les carrés suisses. Du sang et des débris humains sont projetés dans les airs. N'importe quelle autre armée au monde aurait paniqué. N'importe qui aurait fait demi-tour face à une telle boucherie. Mais pas les Suisses. Et c'est là qu'on comprend pourquoi ils étaient si craints. Ils ne s'arrêtent pas. Ils enjambent les corps de leurs camarades. Ils resserrent les rangs instantanément pour combler les vides, et ils continuent d'avancer. Ils baissent leurs piques. Ils sont maintenant à quelques mètres des canons. Ils vont submerger la première ligne française. L'artillerie a fait son travail, mais elle n'a pas suffi à briser leur élan. Les artilleurs sortent leurs dagues, prêts à mourir. C'est à cet instant précis, alors que tout semble perdu pour l'avant-garde française, que le sol se met à trembler d'une autre manière. Un grondement sourd, rythmé, lourd. Le roi François Ier a vu le danger. Il a vu que ses canons allaient être pris. Il abaisse la visière de son aume, il lève son épée, et il lance la gendarmerie française, la gendarmerie. Ne vous y trompez pas sur le nom moderne. À l'époque, ce sont les gendarmes, la cavalerie lourde la plus cuirassée et la plus puissante d'Europe. Des hommes et des chevaux caparaçonnés d'acier, du nez à la queue. Des tanks vivants. Ils chargent de flanc. Le choc entre la meilleure infanterie du monde et la meilleure cavalerie du monde est d'une violence inouïe.
le bruit du métal contre le métal, des lances qui se brisent sur les cuirasses, des chevaux qui percutent la masse humaine, est assourdissant. Les Suisses sont stoppés net dans leur élan victorieux. Pour la première fois, ils reculent. Les cavaliers français sabrent, piétinent, frappent d'estoc et de taille. Mais les piquiers sont tenaces. Ils utilisent leurs hallebardes, ces haches au bout d'une lance, pour crocheter les cavaliers, pour couper les jarrets des chevaux. C'est un carnage mêlé, une bouillie de boue et de sang. La charge française se brise. Les cavaliers doivent se replier pour se reformer. Les Suisses reprennent leur souffle, se réorganisent et repartent à l'assaut. Et c'est là que la bataille de Marignan devient unique dans l'histoire. Habituellement, une charge de cavalerie, ça passe ou ça casse. Si ça rate, c'est fini. Mais ici, non. François Ier et ses capitaines vont inventer une nouvelle manière de faire la guerre, en direct, sous le feu. Une coordination mortelle entre le cavalier et le canon. Dès que les cavaliers français se replient, les Suisses pensent avoir gagné un moment de répit. Mais à peine l'horizon dégagé, les canons français, qui ont eu le temps de recharger, tonnent à nouveau. Boum! Une nouvelle salve dévaste les rangs suisses. Ils sont fauchés, ils hésitent, et paf! La cavalerie, qui s'est reformée, charge à nouveau dans les brèches ouvertes par les boulets. C'est un cycle infernal. Tir d'artillerie, charge de cavalerie, repli, tir d'artillerie, charge, encore et encore. Les historiens parlent de 30 charges successives. 30, c'est du jamais vu, c'est de l'acharnement pur. Le roi François est partout. Il est au cœur de la mêlée, son armure est cabossée, couverte de sang ennemi. Il se bat comme un lion, galvanisant ses troupes. Autour de lui, la fine fleur de la noblesse française tombe. Les héros meurent. Mais les Suisses n'avancent plus. Ils sont cloués sur place, martelés par ce rythme binaire terrifiant. Le feu et l'acier. Le feu et l'acier. Le soleil commence à se coucher, mais la fureur ne retombe pas. La poussière soulevée par le combat est si épaisse qu'on ne voit plus à 3 mètres. On se bat dans un brouillard, ocre, étouffant, où l'on distingue à peine l'ami de l'ennemi. La confusion est totale. Les carrés suisses commencent à se disloquer, mais ils refusent de rompre. Ils se battent avec l'énergie du désespoir. La nuit tombe sur la plaine de Marignan. Effet incroyable, le combat ne s'arrête pas. La lune est pleine, mais elle est voilée par la fumée des tirs et des incendies. On se tue à l'aveugle. C'est une scène d'apocalypse. Les hommes s'effondrent de fatigue au milieu des cadavres, dorment quelques minutes, se réveillent et recommencent à frapper. Le vieux maréchal Trivulus, qui a fait toutes les guerres d'Italie depuis 40 ans, dira plus tard que toutes les batailles qu'il a vues n'étaient que des jeux d'enfants comparés à celle-ci. Marignan, c'est le combat de géants. Vers minuit, l'épuisement gagne enfin les 2 camps. La boucherie marque une pause. Les armées ne se séparent même pas. Elles s'effondrent sur place, à quelques dizaines de mètres l'une de l'autre. Le silence retombe, brisé seulement par les cris des milliers de blessés qui agonisent dans le no man's land. François Ier dort sur l'affût d'un canon, tout habillé dans son armure, un casque pour oreiller. Il demande de l'eau. On lui apporte de l'eau puisée dans un fossé voisin. Elle est rouge de sang. Il la boit quand même. C'est ça, la réalité de la guerre. Pas de palais, pas de confort, juste du sang et de la soif. Dans le camp d'en face, les Suisses tiennent conseil. Ils ont perdu beaucoup d'hommes. L'artillerie française les a massacrés. La cavalerie les a épuisés. Mais ils sont fiers. Ils sont les Suisses. Ils ne reculent jamais. Leur chef décide que dès le lever du soleil, ils lanceront l'assaut final. Ils sont persuadés que les Français
sont aussi au bord de la rupture. Ils pensent qu'un dernier coup de boutoir suffira à faire plier le jeune roi. Ils se trompent. Ils ne savent pas que le destin a choisi son king, et que l'aube apportera non pas la victoire, mais l'anéantissement total de leur légende. L'aube se lève sur une plaine dévastée, un charnier fumant sous la lumière pâle du matin. Les premiers rayons du soleil révèlent l'ampleur du désastre de la veille, mais il n'y a pas de place pour l'horreur ou la pitié. Les tambours suisses recommencent à battre, ce rythme lent, obsédant, qui annonce la mort. Malgré leurs pertes effroyables, malgré la fatigue qui brûle leurs muscles, les confédérés se reforment. Ils resserrent les rangs, comblent les trous laissés par les canons français avec les survivants et se préparent à charger une dernière fois. Leur discipline est terrifiante, presque inhumaine. Ils sont convaincus que la victoire est encore à portée de main, qu'il suffit d'un dernier effort pour briser la résistance française. François Ier, lui aussi, est debout. Il remonte à cheval, le visage marqué par la nuit blanche et la violence des combats. Il sait que tout va se jouer maintenant. Il réorganise ses troupes, place ses derniers canons valides. Il sait que les Suisses vont tout tenter, et ils le font. Avec un cri immense qui déchire le ciel du matin, la marée humaine suisse s'élance à nouveau. Ils ne courent plus. Ils n'en ont plus la force, mais ils avancent avec une détermination implacable, tels des automates programmés pour tuer. L'artillerie française reprend son chant de mort. Les boulets labourent à nouveau les rangs serrés, faisant voler en éclats les piques et les corps. Mais cette fois, les Suisses semblent insensibles à la douleur. Ils encaissent, ils avancent, ils arrivent au contact. Le choc est moins violent que la veille, car les hommes sont épuisés, mais il est plus désespéré, plus vicieux. On se bat à coups de dague, à coups de poing, on s'étouffe dans la boue. La ligne française plie par endroits. La garde suisse, l'élite de l'ennemi, pousse fort au centre, menaçant de percer jusqu'au roi. C'est un moment critique. L'équilibre des forces est précaire. La victoire peut basculer d'un côté comme de l'autre sur un simple coup de dé. Les capitaines français hurlent pour maintenir la cohésion. Les étendards vacillent. Si la ligne rompt maintenant, c'est la fin. Le roi sera capturé ou tué, et la France sera humiliée. Soudain, un son nouveau vient percer le tumulte de la bataille. Lointain d'abord, puis de plus en plus distinct. Ce n'est pas le son des piques suisses, ni celui des canons français, c'est un cri de guerre puissant, scandé par des milliers de gorges fraîches. « San Marco! San Marco !» Les têtes se tournent. Sur le flanc gauche des Suisses, une nouvelle armée apparaît. Ce sont les Vénitiens, les alliés de la France. Bartolomeo d'Alviano, leur général, a marché toute la nuit, forçant l'allure de ses troupes, guidées par le bruit du canon. Il arrive au moment parfait, tel un Deus ex machina dans une tragédie antique. Il ne vient pas pour observer, il vient pour frapper. Pour les Suisses, c'est le coup de grâce psychologique. Ils se battaient déjà à 1 contre 2, épuisés, martelés par l'artillerie. Et maintenant, une armée fraîche, complète, avec sa propre cavalerie légère et ses arquebusiers, les prend à revers. L'espoir change de camp en 1 seconde. La tenaille se referme. Les Vénitiens chargent avec une férocité redoutable. Ils détestent les Suisses autant que les Français. Pris entre l'enclume française qui ne cède pas et le marteau vénitien qui s'abat sur leurs flancs, les carrés suisses commencent à se désintégrer. La cohésion, leur force suprême, vole en éclats. Ce n'est plus une bataille, c'est une exécution méthodique. Les canons français continuent de tirer dans la masse compacte, maximisant les dégâts. Les cavaliers français, revigorés par l'arrivée des renforts, redoublent d'ardeur.
Les Suisses, ces soldats qui ne fuient jamais, réalisent que rester signifie mourir jusqu'au dernier. Pour la première fois de leur histoire, l'instinct de survie l'emporte sur l'orgueil mercenaire. Le signal de la retraite est donné. Mais ce n'est pas une retraite ordonnée, c'est une fuite sous le feu. Ils tentent de repartir vers Milan, mais les Français et les Vénitiens les harcèlent, les poursuivent, les taillent en pièces. Le champ de bataille devient un abattoir à ciel ouvert. Le bilan est terrifiant. Les chiffres donnent le vertige. On parle de 10 000, peut-être 14 000 morts côté suisse. C'est la moitié de leur armée. La moitié. Imaginez un instant. Un soldat sur 2 ne rentrera pas. C'est une saignée démographique pour les cantons suisses. L'élite de leur jeunesse est restée couchée dans la boue de Marignan. Du côté français, les pertes sont lourdes aussi, entre 5 et 8 000 hommes, surtout parmi l'infanterie et la noblesse, qui a payé le prix du sang pour protéger son roi. Mais la victoire est totale, incontestable, écrasante. Le silence retombe enfin sur la plaine, un silence lourd, pesant, saturé par l'odeur de la poudre et de la mort. François Ier parcourt le champ de bataille. Il voit les montagnes de cadavres, les canons fumants, les drapeaux suisses piétinés dans la poussière. Il a gagné. Il a fait ce que personne ne croyait possible. Il a brisé le mythe. Et c'est là, au milieu de ce décor de fin du monde, que se joue une scène qui va entrer dans la légende. Une scène qui définit à elle seule l'esprit de la France de cette époque. Le roi, couvert de poussière, de sueur et de sang, descend de son cheval. Il ne cherche pas ses généraux pour les féliciter, il ne cherche pas de prêtre pour prier, il cherche un homme, Pierre Terrail, seigneur de Bayard. Le chevalier sans peur et sans reproche. François s'approche de lui. Bayard est blessé, fatigué, son épée est ébréchée. Le roi, le souverain le plus puissant de la chrétienté à cet instant, met un genou à terre devant son sujet. Il demande à être adoubé chevalier, là, sur le champ de bataille, par la main de celui qu'il considère comme le plus brave des braves. C'est un symbole d'une puissance inouïe. Le roi reconnaît que la naissance ne fait pas tout, que la vraie noblesse se gagne par le courage et le fer. Bayard hésite, refuse d'abord par humilité, puis, face à l'insistance du roi, il tire son épée et frappe l'épaule du monarque. Sire, autant vaille que si c'était Roland ou Olivier. En adoubant son roi, Bayard lie pour toujours la monarchie française à l'idéal chevaleresque. C'est l'apogée de la chevalerie française. Son chant du cygne aussi peut-être, mais quel chant magnifique. Cette victoire a des conséquences sismiques pour l'Europe. La Suisse, brisée, humiliée, saignée à blanc, ne s'en relèvera jamais en tant que puissance militaire offensive. C'est fini. Le rêve impérial suisse meurt à Marignan. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus rivaliser avec les grandes monarchies et leur artillerie moderne. Quelques mois plus tard, à Fribourg, ils signent la paix perpétuelle avec la France. Perpétuelle. Le mot n'est pas choisi à la légère. Ce traité va durer jusqu'à la Révolution française, près de 3 siècles plus tard. Les Suisses, d'ennemis mortels, deviendront les alliés les plus fidèles des rois de France, fournissant leur garde d'élite, mais plus jamais ils ne tenteront de dicter leurs lois aux frontières du royaume. François Ier, lui, devient le César de l'Europe. Il rentre dans Milan en triomphateur. Il a 21 ans et le monde est à ses pieds. Il a prouvé que la furie française, quand elle est disciplinée par l'artillerie et guidée par un chef audacieux, est irrésistible. Il ramène en France non seulement la victoire, mais aussi l'Italie elle-même. Léonard de Vinci le suivra bientôt, et avec lui, c'est toute la Renaissance
qui traverse les Alpes pour fleurir sur les bords de la Loire. Marignan n'est pas juste une date qu'on apprend bêtement à l'école. C'est le jour où la France a rappelé à l'Europe qui était le patron. C'est le jour où l'innovation technologique des canons a rencontré la bravoure archaïque mais sublime des chevaliers pour créer une machine de guerre parfaite. C'est le jour où les invincibles ont appris, dans la douleur et le sang, qu'il y a toujours plus fort que soi. Alors, la prochaine fois que vous entendrez 1515, ne pensez pas à une vieille gravure poussiéreuse. Pensez au bruit du tonnerre. Pensez aux charges suicidaires. Pensez à un jeune roi de 20 ans, l'épée à la main, brisant le mur le plus solide du monde. Pensez à la gloire, car c'est cela, le véritable héritage de fer. La gendarmerie française, ces cavaliers d'acier qui ont piétiné les pics suisses, a continué d'écrire l'histoire par la suite, devenant la terreur des champs de bataille pour encore un siècle. Mais ça, c'est une autre histoire, une histoire de charges foudroyantes et d'armures impénétrables qui mériterait sa propre saga. Voulez-vous que nous plongions dans les secrets de cette unité d'élite qui faisait trembler les empires? Voulez-vous savoir comment ces hommes étaient entraînés, comment ils combattaient? Dites-le nous en commentaire par un simple « oui » et abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine charge. L'histoire est brutale, l'histoire est épique, et ici, nous la vivons ensemble. À bientôt. Ce triomphe retentissant ne marque pas seulement la fin d'une bataille, mais le basculement d'une époque tout entière. Si l'on s'arrête un instant pour analyser le séisme qui vient de secouer l'Europe, on réalise que Marignan est bien plus qu'une date gravée dans le marbre des monuments aux morts. C'est le moment précis où le Moyen-Âge militaire rend son dernier soupir, écrasé par la modernité brutale de la Renaissance. Il faut imaginer l'onde de choc qui traverse les cours européennes. À Rome, le pape Léon X, un Médicis, un homme fin politique et rusé, est en train de déjeuner lorsqu'il reçoit les premières nouvelles. On lui dit que les Suisses, ses protégés, ses défenseurs de la liberté de l'Église, ont été pulvérisés. Le Saint-Père, d'ordinaire si calme, en laisse tomber ses couverts. Il comprend instantanément que l'équilibre du monde vient de changer. La France n'est plus une simple puissance parmi d'autres. Elle est devenue l'hégémonie continentale. Le pape n'a plus le choix. Il doit plier le genou ou risquer de voir les canons de François Ier pointer vers le Vatican. Quelques semaines plus tard, c'est une scène surréaliste qui se joue à Bologne. Le chef de l'Église chrétienne accueille le jeune roi de France, non pas en pécheur, mais en égal, presque en maître. François, auréolé de sa gloire sanglante, obtient tout ce qu'il veut. Le Concordat de Bologne est signé. Désormais, c'est le roi de France qui nommera les évêques et les abbés dans son royaume. C'est une prise de pouvoir religieuse colossale, une mainmise sur l'Église de France, qui durera jusqu'à la Révolution. Tout cela, gagné grâce à la charge des gendarmes et au feu des canons de Marignan. Mais revenons sur le terrain, car c'est là que la leçon est la plus cruelle pour les vaincus. Les survivants suisses qui regagnent leur canton ne sont plus les mêmes hommes. Ils rentrent blessés, humiliés, traînant leurs piques brisées et leurs camarades mourant sur les routes des Alpes. L'accueil qui leur est réservé est glacial. Eux qui étaient repartis en héros, promis à l'or et au pillage, reviennent en mendiants. Le mythe de l'invincibilité helvétique s'est effondré, et avec lui, c'est toute l'économie de la guerre mercenaire qui est remise en cause. Les princes d'Europe commencent à murmurer. À quoi bon payer des fortunes pour des piquiers si une bonne artillerie peut les transformer en chair à pâté?
Marignan signe l'arrêt de mort de la tactique du carré de pique comme arme absolue. La guerre devient une affaire de technologie, de poudre, d'ingénieurs. C'est la victoire de l'intelligence tactique sur la force brute, la victoire du canon sur la lance. Cependant, François Ier, dans son génie politique, ne veut pas écraser la Suisse pour toujours. Il a besoin d'eux. Il sait que s'ils ne sont plus invincibles face à l'artillerie, ils restent les fantassins les plus tenaces et les plus loyaux du monde, une fois qu'ils ont juré fidélité. C'est ici que se joue un coup de maître diplomatique. Au lieu de marcher sur leurs villes et de brûler leurs villages en représailles, le roi leur tend la main. Il leur propose une alliance exclusive. Il achète leur amitié, littéralement. C'est la naissance de la paix perpétuelle. Mais il va plus loin. Il veut que ces guerriers d'élite, ceux-là même qui ont failli le tuer, deviennent sa protection la plus rapprochée. C'est un paradoxe fascinant. Les ennemis les plus acharnés de la veille deviennent les gardes du corps les plus fidèles du lendemain. C'est ainsi que naît la légende des gardes suisses. Ces hommes en uniforme coloré que l'on associe aujourd'hui au Vatican ou au musée étaient, à l'origine, le tribut de sang versé par les cantons vaincus au roi de France. Pendant des siècles, ils mourront pour protéger les monarques français, jusqu'aux marches du palais des Tuileries en 1792. Tout ce dévouement, toute cette histoire commune, prend racine dans la boue sanglante de Marignan. Le roi a transformé une menace existentielle en un bouclier impérial. Et que dire de l'impact culturel? La victoire de Marignan ouvre les vannes de la Renaissance italienne vers la France. Milan est conquise, et avec elle, ses trésors, ses artistes, ses penseurs. François Ier, fasciné par cette culture du beau, invite les plus grands esprits à le suivre. Parmi eux, un vieil homme à la barbe blanche, un génie universel qui a passé sa vie à imaginer des machines de guerre et des peintures sublimes, Léonard de Vinci. Le maître florentin accepte l'invitation du vainqueur. Il traverse les Alpes, emportant dans ses bagages quelques toiles, dont une certaine Joconde. Sans la victoire militaire de Marignan, Léonard ne serait peut-être jamais venu mourir au Clos Lucé, et le Louvre ne posséderait pas aujourd'hui le tableau le plus célèbre du monde. La guerre a ouvert la porte à l'art. L'acier a pavé la voie au pinceau. C'est cela, la grandeur de l'héritage de fer. Comprendre que la puissance militaire est le socle sur lequel se bâtit le rayonnement d'une civilisation. La France qui émerge de l'année 1515 n'est plus le royaume féodal enchevêtré de querelles internes qu'il était auparavant. C'est une nation sûre de sa force, centralisée autour d'un roi chevalier qui incarne à la fois la tradition guerrière, la plus pure, et la modernité la plus éclatante. L'Europe entière regarde vers Paris et les châteaux de la Loire qui commencent à sortir de terre. L'Anglais Henri VIII enrage de jalousie, l'empereur Maximilien s'inquiète, l'Espagne complote. Ils sentent tous que le centre de gravité du monde s'est déplacé. La Furia Frances, cette fureur française tant redoutée, n'est plus une légende de chroniqueur, c'est une réalité géopolitique qui dicte sa loi. Pourtant, il ne faut jamais oublier le prix de cette grandeur. Derrière les tableaux de maîtres, derrière les traités de paix et les fastes de la cour, il y a le souvenir de ces 30 charges de cavalerie. Il y a le sacrifice de la vieille noblesse d'épée qui s'est faite, hachée menu, pour que la France grandisse. Des noms illustres se sont éteints ce jour-là. Le prince de Talmont, le comte de Sancerre, le seigneur de Bussy. Ils sont tombés en première ligne, non pas cachés dans un état-major à l'arrière, mais au contact, l'épée à la main. C'était une époque où les élites payaient l'impôt du sang, avant de réclamer l'impôt de l'or.
C'est cette éthique du sacrifice, cette notion que le privilège oblige au courage, qui a forgé l'âme de cette armée. Marignan reste donc un avertissement éternel pour l'histoire. Elle nous enseigne qu'aucune réputation n'est éternelle, que l'arrogance précède la chute et que la véritable puissance réside dans la capacité à s'adapter. Les Suisses ont perdu parce qu'ils se croyaient parfaits, figés dans leur excellence passée. Les Français ont gagné parce qu'ils ont osé l'impensable, franchir des montagnes infranchissables et marier la chevalerie à l'artillerie. C'est une leçon de vie autant qu'une leçon de guerre. La France de François Ier nous montre que l'audace, quand elle est servie par la compétence et la volonté, peut renverser des montagnes et briser des mythes. C'est pourquoi, 5 siècles plus tard, le sol de Marignan résonne encore d'un écho particulier. Ce n'était pas seulement la victoire d'un roi, c'était la victoire d'un esprit. L'esprit